Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Basket Session Rivers. Et comme on est en plein dans le feu des playoffs, on s'est posé la question de savoir qui était l'équipe ou qui était le joueur qui avait le plus à perdre dans cette post-season 2021. Donc pour m'accompagner et essayer de répondre à cette question, je suis rejoint par mes deux camarades, Antoine Pimel, a.k.a. Nick Young Jr. et l'incomparable Shai Mamoua Alexander, toujours en pleine forme. Comment ça va les gars? Salut à tous. Ben, ça va, nickel. Ça va en forme, tranquille. Bon, alors, ces playoffs, pour l'instant, ça tiennent plutôt leur promesse en termes de surprise. On va pas revenir sur un détail de tous les premiers matchs de chaque série. On va rentrer dans le vif du sujet. Antoine, à ton avis, de ton point de vue, qui a le plus à perdre dans ces playoffs? Je dirais les Clippers, et ça se prête bien là avec ce qui s'est passé cette nuit. Mais je pense que c'était déjà le cas de toute façon avant même le début des matchs. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup à jouer par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Donc je pense qu'elle a beaucoup de choses à prouver, notamment prouver qu'elle est capable de vraiment aller au bout. Je pense que l'an dernier, le fait qu'ils perdent quelque part, ça n'aurait pas dû être pris comme une surprise. Je veux dire, c'est presque logique au final quand tu crées une grosse équipe que tu ne gagnes pas direct la première année. Mais la manière dont ils ont perdu, en se faisant remonter par les Nuggets, je pense que ça te met direct une pression énorme en fait sur ta deuxième année parce que déjà, normalement, c'est ta deuxième année. C'est bon, tu dois être en mesure de gagner, mais en plus, tu dois vraiment prouver que tu es capable de mériter le statut de favori qu'on te colle chaque saison en remontant la pente. Et surtout qu'ils ont changé de coach et donc il fallait prouver que les joueurs étaient capables. Et pour l'instant, c'est cata, quoi. Bah oui, c'est vrai que la sortie de route des Clippers dans la bulle l'an dernier était quand même assez sale, hein, parce que au-delà d'avoir voulu tout de suite se positionner parmi les prétendants au titre et d'avoir été mis dans cette catégorie par la plupart des observateurs au vu du talent de l'équipe, il y a cette sortie face aux Nuggets après avoir beaucoup parlé quand même. Après, on a entendu des playoff P, on a entendu parler de gens qui s'étaient Tant des réveillés en se whoopies. sentant dangereux le matin et après sont sortis par la petite porte. Shai, toi, quel est ton sentiment par rapport à cette équipe des Clippers? Bah, autant la saison dernière, le contexte de bulle pouvait justifier, voilà, c'est un contexte particulier, il n'y a pas de public. Effectivement, les Clippers ne se connaissaient pas bien, on pouvait trouver tout un tas de prétextes. Doc Rivers arrivait un peu à la fin de son voyage. Autant là, j'avoue que je ne m'attendais pas à les voir aussi mal débuter les playoffs. Et en même temps, tout au cours de la saison, ils n'ont pas réussi à avoir la même équipe. Enfin, l'équipe a beaucoup changé tout au long de la saison. Les mêmes joueurs n'ont pas pu être alignés fréquemment entre les repos des uns, les blessures des autres. Donc au final, c'est une semi-surprise. Mais je suis d'accord avec Antoine, ce serait une catastrophe, ce serait un fiasco terrible, surtout quand on pense que Kawhi peut partir à la fin de la saison s'il en a envie. Il a une player option, donc ça serait un feuilleton absolument inévitable si les Clippers venaient à partir. On se demanderait ce que ferait Kawhi. Oui, Après, il faut se dire quand même, bon, on est alarmiste et c'est normal parce que c'est assez rare de voir une équipe perdre les deux premiers matchs à domicile. Mais il y a quand même trois équipes qui ont réussi à surmonter ça par le passé et donc c'est pas infaisable à proprement parler. alors c'est sûr que c'est pas infaisable. Le problème, on en revient peut-être un petit peu à ce qui a beaucoup fait parler dans la bulle l'an dernier, c'est le mental de cette équipe au bout du compte. Sur le papier, beaucoup de talent, beaucoup d'argent qui a été mis aussi sur la table pour réunir ce roster, et cette question de ressources mentales qui va forcément revenir. Et je serais tenté de dire ressources mentales du côté des joueurs et aussi peut-être ressources en termes de style de jeu du côté du coaching de Tai Lue. D'ailleurs, je serais assez curieux de connaître votre sentiment par rapport à ce que Tyronn Lue a pu montrer sur ses deux premiers matchs qui n'ont pas été à l'avantage de son équipe. Ouais, tu vois, on se disait que justement, on allait voir est-ce que le problème était le coach ou est-ce que le problème était les joueurs. Je pense qu'en fait, la réponse, elle est valable. Ça peut être les deux, tout simplement. C'est-à-dire que même s'il a le changement de coach, tu vois qu'il y a toujours un problème. Donc, tu te dis qu'il y a effectivement ce problème mental dont tu parles au niveau des joueurs et notamment au niveau des superstars. Mais je pense que ça n'empêche pas le fait qu'il y a aussi un problème tactique. Je pense que Lou, de toute façon, en fait, c'était un choix qui était déjà critiqué avant même qu'il fasse ses débuts. Et quand tu vois là ce qui se passe sur les deux premiers matchs de la série, tu comprends pourquoi. Mais je veux juste revenir un truc sur le mental. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que les Clippers, c'est l'équipe qui a le moins de faiblesses de toute la ligue. Tu vois, sur le papier, en tout cas sur ce qui concerne
Euh, bon, il y a un problème à la main, mais tu vois, tu as été une équipe qui est capable d'être complète, de jouer de plein de manières différentes, qui a deux superstars, qui peut jouer small ball, jouer avec des grands. Tu peux switcher sur les écrans, tu as plein de défenseurs polyvalents. Il y a un truc, tu vois, l'équipe, c'est sans doute la plus profonde et qui a le moins de grosses lacunes. Par contre, ils ont une grosse lacune, c'est ils n'ont pas l'instinct du tueur. Et au final, là, ils se retrouvent embarqués dans une série où c'est peut-être l'équipe la moins clutch de la ligue qui joue contre un des mecs, voire le mec le plus clutch de la ligue. Et tu arrives en playoff sur des trucs où faut que tu assures, faut que tu prennes tes responsabilités. Et en fait, ils se font bouffer à chaque fois. Ils se font bouffer parce qu'ils n'ont pas ce mental pour tenir. Et à côté de ça, c'est sûr que Lou, il y a quelques choix tactiques. À un moment, on voit que Beverley, il ne peut plus là sur Doncic. Faut arrêter. Faut arrêter. Il devrait lancer Batum. Moi, je ne comprends pas pourquoi Batum il passe pas plus de temps sur le terrain, tu vois. Même pas parce qu'il est français, ça n'a rien à voir, tu vois. Juste, on voit bien que Doncic, c'est un adversaire plus petit. Il s'amuse avec Beverley, tu vois. Il est en train de... Je sais que Beverley, il a une réputation, mais oui, c'est ça. Il lui dit, hey, too fucking small, tu vois. Et il n'y arrive pas. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Tu peux pas. À un moment, mettre de la taille, ça, c'est un ajustement que Louis ne fait pas. Tu vois, tu as du mal à créer ton jeu. Tu as Doncic qui contrôle complètement le tempo. Tu as Rondo, tu vois, que les Clippers ont fait venir exprès en février pour avoir un gars qui gère. Tu as Rondo, il joue pas. Il joue 19 minutes. Il joue 19 minutes. On l'a vu gueuler à la fin du match. Il s'embrouillait à moitié avec Ibaka, avec Tyronn Lue. Enfin, tu sens qu'il est en train de montrer qu'il y avait un truc qui déconnait là. Quoi. Ça doit le rendre fou. Le mec a il le plus devrait gros coacher. QI de basket de toute l'équipe. Ben oui, il devrait coacher. Il devrait coacher Rondo. Il devrait faire coach joueur. Les Clippers, ils s'en sortiraient pas moins bien. Et Ibaka, tu vois, tu dis Ibaka, il joue que 6 minutes. Je sais qu'il est, tu vois, il revient, il n'est pas à 100%, mais même un Ibaka à 75%, là, sur ce match-up, il ne fait pas moins bien que Zubac. Et c'est même pas contre Zubac, c'est juste que Zubac, il ne peut pas te tirer. Il peut pas sur les pick and roll avec Doncic. Pour revenir à ce que tu disais, Théo, sur Tyronn Lue, ce pourquoi sa promotion avait été critiquée, c'est parce que même la fameuse saison où il remporte le titre avec Cleveland, il n'a jamais été identifié comme un coach tacticien excellent pour faire des paris tactiques. C'est un coach, un player's coach. Les joueurs l'aiment bien. Il sait trouver les mots, mais c'est pas face à une menace, un problème comme pose Doncic et tout ça. C'est là que sa crédibilité comme coach de très haut niveau va être peut-être mise à mal, malheureusement. Moi, je partage votre avis à tous les deux. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour les fans des Clippers, c'est qu'au-delà des rotations, finalement, j'ai pas le sentiment qu'il y a un système offensif très clair du côté des Clippers. Par exemple, pour les Mavs, c'est très simple. C'est l'attaque de Luka Doncic, comme les Suns de Steve Nash étaient l'attaque de Steve Nash, les Rockets de James Harden ou n'importe quelle équipe dans laquelle joue LeBron. Donc c'est Luka qui crée tout le jeu. Mais là, quand je vois le match d'hier, par exemple, où Kawhi il termine avec 41 points, je me pose la question de savoir où est-ce qu'il est dans le quatrième quart-temps. Et j'avais déjà eu la même interrogation sur le match 1. Et ce qui est très frappant pour moi, c'est que dans ces quatrièmes quart-temps, les Clippers ont énormément de mal à lui donner la balle et que derrière, il n'y a rien de mis en place. Du moins, moi, je ne vois rien de mis en place, en fait. On essaie de lui donner la balle et lui dire, vas-y, fais-nous gagner, ou Paul George, fais-nous gagner. Mais tu n'as pas le sentiment qu'il y ait vraiment des automatismes ou un système qui permette aux Clippers de jouer dans ces moments-là. Non, il n'y a pas de structure. Et c'est ça, en fait, et ça aussi, tu vois, c'est pourquoi c'est sur 2 matchs, ils font des matchs offensifs, alors que de toute façon, les Clippers, la seule manière pour qu'ils gagnent, il faut que les matchs ils soient hachés, il faut que les matchs ils soient vicieux, il faut que ça joue en défense, il faut que tu casses le rythme des Mavs et tu tentes de jouer à leur propre jeu. Sauf que tu as un mec, tu vois, Leonard, il met 41 points, il fait un bon match, mais tu sens que ce n'est pas lui qui tire les ficelles. C'est Doncic qui contrôle tout, de A à Z. Juste lui, il met ses points, mais il n'a pas l'impact sur le match que peut avoir Doncic, tu vois. Il ne porte pas les Clippers de la même manière. Et comme tu as dit, ils n'arrivent pas à le trouver. J'ai au moins 2 fois ou 2 post-up où ils n'arrivent même pas à lui passer la balle et ils perdent 2 ballons comme ça sur une vieille passe d'entrée dans la raquette. Ouais. Ou je ne sais plus si c'est Richardson ou qui prend la balle. Mais 2 fois, ça arrive en fin de match. Ils ne savent pas comment jouer. C'est que de l'ISO à la fin. Du coup, il y a une espèce de panique, tu vois, il n'y a pas un mec sur qui tu vas vraiment te reposer ou un système sur lequel tu vas vraiment te reposer. Alors que les Mavericks, comme tu as dit, c'est Doncic qui fait tout et il contrôle la série. C'est le meilleur joueur de la série et généralement, quand tu as le meilleur joueur de la série, tu passes, quoi. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'instinct du tueur. Ils sont censés avoir
au moins un joueur avec ce profil-là, c'est Kawhi, justement. Enfin, avec Toronto, on a vu qu'il avait l'instinct du tueur normalement, donc c'est curieux de voir qu'il n'arrive pas à l'exprimer ou qu'on ne le met pas dans la bonne situation pour l'exprimer. À Toronto, c'était voilà, le match qui fait gagner aux Raptors contre les Sixers avec le fameux shoot. Bah, tout au long des playoffs et même en finale, il a montré qu'il avait cet instinct. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Mais il Ouais, ne et l'a puis, pas toujours eu, je trouve. Ah, pardon, ouais, excuse-moi, vas-y, Théo, non, mais vas-y, Antoine. Ouais. je trouve qu'en fait, il ne l'a pas toujours eu dans sa carrière. C'est ça qui est intriguant, en fait. Il y a eu des fois où Kawhi a été très fort, bah, notamment cette campagne avec Toronto, même si je pense que l'impact de Laurie et de Marc Gasol niveau leadership, et on s'en rend encore plus maintenant compte avec le recul, devait être incroyablement sous-estimé parce qu'au final, Leonard, il avait juste à être le meilleur joueur. Ouais. Et là, au Clippers, il ne peut pas vraiment être juste le meilleur joueur, à part si tu te dis que Rondo peut être le leader du vestiaire, mais bon, ça fait que quoi, 4 mois qu'il est là. Et du coup, aux Spurs, il y a quand même eu pas mal de campagnes, tu vois, où pareil, il n'a pas vraiment ce truc de je les prends et je les emmène très loin, quoi. Il y a eu le titre, mais c'était différent. Il se révélait. Et l'année après le titre, justement, il a eu du mal à les porter très haut, tu vois. Je ne sais pas s'il a tant que ça, cet instinct du tueur. Bah, je suis assez d'accord avec toi, Antoine, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a deux choses un peu différentes. C'est que, effectivement, c'est un joueur capable de panier clutch et d'actions décisives dans les fins de match, mais je ne pense pas non plus que ce soit forcément, c'est pas un playmaker comme peuvent l'être Doncic, LeBron ou d'autres. Et là, on en revient un petit peu au problème du coaching. Je pense qu'effectivement, à Toronto, on en parle, on a déjà un petit peu oublié, mais ce que Nick Nurse proposait en termes de coaching, que ce soit offensivement, défensivement, plein d'options différentes, c'était d'un autre niveau de richesse. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le même problème dans la défense des Clippers. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Antoine, où on a l'impression que les Clippers n'ont pas bien compris quel type de joueur était Luka Doncic et qu'ils sont encore en train de se poser la question de se dire ah bah si on va envoyer tel joueur sur lui, ça va régler tous nos problèmes. Mais ce genre lui, je pense que Doncic a passé ce cap depuis longtemps. Je vais vous lire une petite stat juste pour information. Donc, Luka Doncic, 21 ans, je vais vous donner ses stats en moyenne en playoff jusqu'à présent sur 2 séries. Ok, bah, c'est petit échantillon, mais quand même 32 points de moyenne, 50% de réussite, 38% à 3 points, 9,5 rebonds, 8,8 passes. Donc, je pense que c'est trop naïf de penser qu'on va trouver un joueur qui va pouvoir stopper ce mec-là et résoudre tous les problèmes. Et il y a un autre truc qui est inquiétant, c'est la réaction de Lou après le match. Ah Donc, oui. il accentue vachement sur le fait, bah, attendez, ils ont gagné 2 matchs, il faut en gagner 4, il faut en gagner 4. Mais enfin, déjà, il met aussi l'accent sur un autre truc, c'est les Mavericks ne vont pas toujours shooter aussi bien. Donc, comme s'il expliquait les 2 victoires des Mavericks par leur adresse. Alors, c'est vrai, il y a une adresse insolente. Il y a Porzingis, il met un tir, le ballon, il touche le cercle, il monte sur Mars, il fait 3 tours, il redescend dans le panier. Tu vois, il y a Doncic, il met son truc à un pied à 3 points. C'est clair, il y a des tirs, tu vois, avec de la réussite. Mais si tu leur rentres pas dedans, si le match, il n'est pas haché, si tu défends pas fort, si tu casses pas ce rythme, ils vont continuer à mettre dedans. Et encore plus maintenant qu'ils vont à Dallas, ils vont avoir leur repère. Tim Hardaway Jr., il est dans un état de confiance. Le cercle, il fait la taille, c'est un océan le truc à chaque fois qu'il prend un tir. Les gars, ils sont en pleine confiance, ils sont relaxés. Contrairement aux Clippers, ils n'ont rien à perdre. Et tu as besoin à un moment de leur casser leur confiance, je vous jure. Quoi. Et ça, le fait que Lou, il n'a pas l'air d'avoir capté ça, en tout cas qu'il ne tourne pas son message sur ça, au moins publiquement, j'espère qu'il le fait dans le vestiaire, mais je ne pense pas. Et je me dis, mais les gars, ils sont mal barrés, quoi. Et du coup, ce qu'on disait au début sur le fait qu'ils aient énormément de choses à perdre, c'est que là, ce serait la deuxième campagne avec ce groupe-là, plus donc quelques recrues par-ci par-là. Si là, ça marche pas, et même si Kawhi reste, bah, ils ont tout à perdre et le groupe va exploser. Je présume qu'ils vont pas rester, ils vont pas laisser les choses comme ça, que ce soit au niveau du coach ou au niveau des cadres de l'équipe, ça peut pas rester en l'état. Mais alors, tu fais bien d'en parler, Shai, parce que la grande question, c'est ça. C'est pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi la situation contractuelle de Kawhi Leonard, cet été, il est une player option qui lui permet de casser son contrat et de devenir free agent. Donc, bien sûr, on pensait pas forcément que la question se poserait et les Clippers pouvaient être confiants dans l'idée qu'il repartirait pour la troisième saison quoi qu'il arrive et qu'il pourrait avoir encore un an avant de se poser cette question. Mais effectivement, là, si jamais les Clippers devaient sortir au premier tour des playoffs éliminés par les Mavs, là, on imagine déjà les tabloïds, notamment du côté de New York, en train de s'exciter et de balancer rumeur par rumeur avec des sources sûres citées par Chris Broussard et compagnie. Hein. Vous pensez qu'il peut partir en gros? Vous pensez que ça peut être la fin de l'équipe si jamais les Clippers sortent après ce premier tour?
Moi, perso, je ne pense pas. Je pense qu'il va rester, quoi qu'il arrive, qu'il sorte ou non. Et je pense qu'ils ne sont pas encore éliminés, très sincèrement. Je pense qu'ils ont encore leur chance, même si ça me semble très compliqué. Mais même s'il devait sortir au premier tour, je pense vraiment qu'il a envie d'être à Los Angeles, que c'est là qu'il voulait être et que c'est là qu'il veut rester. Par contre, il y a des questions à se poser. Pourquoi tu donnes 64 millions à Luke Kennard si tu ne le fais pas jouer? Il ne joue pas en playoff. Donc, ils lui ont donné 64 millions. Ils n'étaient pas obligés de le prolonger de suite. Ils l'ont fait. Je ne dis pas de bêtises, il n'était pas free agent. Je sais plus, il n'était pas free agent, on est d'accord, c'était un transfert. C'est un transfert qu'ils font le soir de la draft. Donc, le soir de la draft, ils récupèrent un mec, il le prolonge pour 64 millions, il ne joue pas. Et du coup, maintenant, lui, il n'a pas de valeur. Comment tu reconstruis ton équipe? Parce que c'est bien de faire exploser l'équipe, mais comment tu l'as fait exploser si de toute façon, tu n'as même plus la marge pour signer des gars parce que tu as offert 64 millions à Luke Kennard avant même de l'avoir fait jouer une seule fois avec ton équipe? Et il n'y a qu'une seule réponse à ça, c'est que si vous vous rappelez bien, le jour, je sais pas, peut-être une semaine après l'arrivée de Kennard aux Clippers, Tyronn Lue, il avait oublié son nom. En fait, il ne se souvenait plus du nom de son joueur. C'est-à-dire qu'en conférence de presse, il citait ouais, on a été content d'accueillir un tel, et je me rappelle plus de son nom. Et donc là, le mec, il a dit bon, je crois que. On aurait dit Voilà. Coach K aux Jeux Olympiques. Ouais, le 8, il est pas mal. Ah, mais pareil, je crois que. Bon, après, ils ont prolongé Marcus Morris, pardon. Ça, il fallait, mais tu vois, au final, leur masse salariale, elle est blindée. Donc, ils n'ont même pas de marge pour progresser, en fait. Ils sont presque dans la situation où, si vraiment fallait exploser, il faudrait se poser la question de est-ce qu'ils transfèrent ou pas Paul George, quoi. Ouais. Si tu vois, je veux dire, la tristesse du truc. Ouais. C'est. Paul George qui n'a pas été mauvais, hein, pour le coup. C'est vrai qu'on est souvent un peu acerbe avec ce joueur. Hier, 28 points, 12 rebonds, il fait son match. Mais un petit peu, moi, j'ai eu un petit peu le sentiment que c'était qu'il faisait son match, mais que ça pesait pas vraiment dans l'équation. Un peu comme les 30 points de Kawhi Leonard en première mi-temps, ceci dit. Hein. Et Ouais, si c'est vous ça. le permettez, j'aurais bien voulu revenir sur une action dont tu as parlé tout à l'heure, Antoine. C'est ce shoot sur une jambe de Luka Doncic. Alors que le score était encore serré, hein, première mi-temps, je crois qu'il y a 6 points d'écart seulement au moment où il prend ce tir. Il n'est absolument pas obligé de prendre ce tir. Les Mavs n'ont pas peur des Clippers, mais c'est même pire, quoi. T'as l'impression que le mec, il joue en pick-up ou dehors sur son terrain et qu'il prend un tir juste pour faire kiffer son pote Dirk dans les tribunes et pouvoir le pointer du doigt, quoi. Il a salué aussi Patrick Mahomes avant la fin du match. Il est venu voir sur le côté avant que ce soit fini. Genre, alors qu'il y avait 125, 121. Genre, ouais, c'est bon, hein. T'as vu, je maîtrise là. Ouais, mais Ça, tu as raison, il n'y a pas le sentiment ils n'inspirent pas la crainte. L'autre jour, Barclay disait que c'était les Lakers. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai que les Lakers n'inspirent pas la crainte. Mais c'est peut-être finalement les Clippers qui n'inspirent pas la crainte parce que les gens ont vu que l'année dernière, ils étaient capables de craquer dans un contexte ultra favorable pour eux et que là, c'est parti pour encore une fois, quoi. Ouais, grosse question. Et effectivement, bon, c'est intéressant ce que tu disais, Antoine, sur est-ce qu'il y a risque ou non que White parte cette année, qu'ils explosent l'équipe. Le problème, en fait, on en revient encore à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le mental de l'équipe. Parce que quoi qu'il arrive, si jamais ils devaient sortir et sortir tôt dans les playoffs, ils se préparent à manger un été, voire un peu plus, avec des rumeurs, une pression médiatique forte, etc. Et la question, c'est même si tu repars avec ce groupe, dans quelle comment dire, prédisposition d'esprit tu peux être, sachant que pour cette équipe, l'objectif, c'est le titre. Clairement, depuis l'an dernier, c'est le titre ou rien quasiment. ouais, clairement. Et ben, il se dirige vers un bust, mais c'est compliqué de voir quels changements ils peuvent faire en fait. Mais là, je pense qu'ils sont pas. Si d'une manière ou d'une autre, ils arrivaient à renverser la tendance, tu peux aussi te dire que par contre, ça peut leur servir de déclic. Euh, je pense qu'ils ont besoin. Je pense que c'est une équipe qui a besoin d'un déclic. Elle se fait pas confiance pleinement. Je pense qu'ils sont tous conscients qu'ils sont forts et qu'ils peuvent aller loin, mais ils n'arrivent pas à affronter l'adversité et à vaincre l'adversité. Ils l'ont pas encore fait. Ils menaient 3-1 contre les Nuggets, et ils se sont fait remonter, ils n'ont jamais su s'en remettre. Là, ils sont en train de se faire balader. Mais si à un moment, ils trouvent d'une manière ou d'une autre un déclic, je pense que derrière, c'est l'équipe la plus dure à battre. C'est ça, en fait, qui est ironique, c'est que d'un autre côté, c'est peut-être la meilleure équipe qui est la plus proche là de se faire éliminer et qui est la plus proche de se planter complètement et d'être la risée de la Ligue tout l'été. Mais d'un autre côté, tu te dis que un déclic et les gars derrière,
ça va être très dur de les bouger. Mm. Donc, il y a un espèce de paradoxe avec cette équipe, en fait. Ouais, équipe vraiment difficile à cerner, clairement quand même, alors, on va pas dire au bord du gouffre, effectivement, c'est 2 matchs, il reste encore beaucoup de temps, mais disons que le contexte est pas favorable. Est-ce que vous avez en tête donc d'autres joueurs ou d'autres équipes qui ont beaucoup à perdre pendant ces playoffs? Shai, toi, je crois que tu avais une petite idée en tête de quelqu'un qui jouait beaucoup en ce moment. Ouais, alors c'est un peu, comment dire, je suis pas sûr que ce soit une opinion très populaire, mais ouais, en fait, je pensais à Russell Westbrook, pas dans le sens les Wizards sont attendus, tout le monde pense qu'ils vont aller en finale ou quoi que ce soit. Mais en fait, Westbrook, il a trusté l'actu de la fin de saison avec tout ce qu'il y a eu autour de ses triples-doubles, l'histoire qu'il a marqué. Enfin, tout le monde a été emballé par le fait que ce qu'il réussit à faire, c'est exceptionnel. On ne pensait pas que ça arriverait un jour. Il bat Robertson, tout ça. En fait, j'ai un peu peur. Je trouve qu'il a à perdre pour sa legacy si ça continue comme tous les ans quasiment depuis qu'il joue plus avec Kevin Durant. S'il sort encore au premier tour sans vraiment lutter, sans mettre en difficulté l'adversaire, parce que là, c'est parti, c'est un peu parti pour, encore une fois. Et je me dis que, en fait, on va vite oublier les stats et le côté surréaliste de ces stats qui méritent vraiment tout le bien que les gens en disent, et ça va finir comme un joueur un peu loser qui n'arrive pas à passer un tour s'il n'a pas un des meilleurs attaquants de tous les temps avec lui, et que donc en tant que alpha dog ou franchise player, il aura quasiment jamais passé un tour tout seul, quoi. Il l'a fait avec Houston, mais il y avait James Harden, il l'a fait l'année dernière. Mais sinon, tous les premiers tours avec OKC, même la saison MVP, il passe pas un tour. Et là, même s'ils sont pas du tout favoris, qu'on connaît le parcours difficile qu'ils ont eu, et que ce sera peut-être pas forcément entièrement de sa faute, j'ai l'impression que son héritage et l'héritage qu'il va laisser, malheureusement, a beaucoup à perdre à une nouvelle sortie de route prématurée. Alors, intéressant, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas tout à fait le même avis que toi. Alors, peut-être que je suis un avis un peu biaisé parce que j'aime beaucoup de joueurs, etc. J'ai l'impression, moi, personnellement, que finalement, sa fin de saison régulière, le fait qu'il arrive à faire remonter les Wizards jusqu'à cette 8e place et se qualifier pour les playoffs, a un peu, à l'inverse, racheté son image, l'image qu'on essaie de lui coller depuis son départ d'OKC, et que malgré tout, c'est un joueur qui prouve que peu importe qui est autour de lui, quand tu as Russell Westbrook dans ton équipe, tu fais les playoffs. Et finalement, les joueurs qui ont cette capacité, ils ne sont pas si nombreux que ça. Quand on voit les meneurs qu'on classe souvent devant lui, il n'y en a pas beaucoup sur qui, à part peut-être Chris Paul ou un ou deux autres, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont de cette trempe-là. Donc finalement, effectivement, les Wizards sont mal embarqués, mais est-ce qu'ils ont vraiment tant que ça à perdre, surtout quand on voit finalement l'effectif qui est quand même pas mirobolant. Bonne pioche de Gafford, en tout cas, franchement, c'est assez incroyable qu'ils aient réussi à choper ce mec-là en cours de saison. Mais bravo, voilà. C'est même plus de la faute c'est même plus de la faute des autres. Ouais, c'est même plus de la faute de Garpax, là, on peut plus leur coller ça sur le dos et ils sont partis maintenant. c'est l'esprit qui continue à rôder dans le United Center. Mais ouais, donc moi, Westbrook, finalement, je me dis que sa saison, elle est plutôt sauve. La question se poserait l'an prochain, peut-être plutôt si les Wizards repartent avec une équipe mieux embarquée et qu'à nouveau, ça devait peiner au départ comme ça a été cette année. Là, je pourrais plus facilement me ranger de ton avis, Shai. Ouais. Moi aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, j'ai le sentiment que les échecs au premier tour de Westbrook, j'arrive pas à savoir à quel point il pèse dans sa legacy. En fait, je préfère le voir un peu du même œil que Théo, c'est-à-dire de se dire, ouais, mais ils mènent ces équipes-là en playoff. Et des gars qui mènent leur équipe en playoff, il n'y en a pas beaucoup. Surtout quand on voit les équipes avec qui il sort, en fait. Parce que ce soit le Thunder sans Kevin Durant ou les Wizards, c'est pas des grosses équipes. Donc, en fait, ne serait-ce que le fait d'aller en playoff, c'est déjà pas mal. Même si, bon, les Wizards ont Bradley Beal à côté, hein, mais au final, aujourd'hui, si tu regardes dans la ligue, il y a combien de mecs qui seraient capables de faire passer un cap aux Wizards si tu remplaces Westbrook? Il y en a peut-être 15. Il y a peut-être 15 mecs. Il y a 15 à 20 joueurs meilleurs que Westbrook en NBA. Il y en a peut-être 15. Et il n'y a que 15 mecs qui vont finalement faire mieux que lui. Et je pense qu'en fait, le débat sur la legacy de Westbrook, il est plus sur est-ce qu'il peut vraiment faire gagner une équipe. Je pense même pas qu'il y a un débat sur est-ce que c'est un franchise player. Je pense que ça, c'est déjà… En fait, on a déjà la réponse. On sait déjà que c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'on sait…
tout le monde a compris que Russell Westbrook mènerait pas une équipe au titre. Je pense que sa legacy, elle est plus sur est-ce qu'il fait gagner ou est-ce que ses stats sont dans le vide. Je pense que maintenant, le débat, il est longtemps sur ça, sur est-ce que, OK, il gonfle ses stats ou est-ce que c'est un gars qui impacte positivement son équipe. Et je pense que ça, il y répond à chaque fois que oui, il impacte son équipe. Le fait même que les Wizards, qui est super mal commencé, ils arrivent à finir en trombe parce qu'ils cartonnent et qu'ils les mènent à, je sais pas, je crois que c'est 18 victoires en 23 matchs ou 17 victoires en 23 matchs sur la fin, et que du coup, ils les qualifient. Ça parle, c'est ça sa legacy en fait. C'est que il fait gagner. Quand il est à 100% et qu'il fait ses triples-doubles, il fait gagner. Il fait gagner. Après, bien sûr qu'il ne fait pas gagner au point de t'emmener jusqu'au second tour. Mais bon, là, ils sont huitièmes, ils jouent contre les Sixers. Et je veux dire, le reste de l'effectif autour de Bill et Westbrook, c'est Hachimura qui n'est pas très expérimenté, c'est Bertans qui a déjà eu sa contractière. Tu vois, c'est pas des mecs avec qui, de toute façon, tu vas aller loin dans tous les cas. Moi, c'est plus Pardon, vas-y, j'arrive. Non, c'était plus dans la comparaison avec. C'est pas les mêmes joueurs, hein, mais tu prends un Damian Lillard, il a déjà eu des équipes pas fantastiques en termes juste de talent individuel, sans doute mieux construites que les Wizards actuellement et avec de meilleures individualités, mais il a pris des Blazers qui étaient 7e ou 8e, il leur a fait passer au moins un tour. Parfois, il les a emmenés en finale de conférence sans avoir. Alors, c'est des très bons joueurs, CJ McCollum, etc. C'est des bons joueurs de basket, vraiment, quasi All-Star pour certains, mais là, avec les Wizards, il a Bradley Beal qui est meilleur marqueur de la ligue quasiment depuis 2 ans, si tu prends les 2 saisons en cumulé. Je trouve pas qu'il ait une équipe si horrible. C'est juste que c'est vraiment pas pour l'instant présent parce que sur cette saison-là, il est ce qu'il a fait, c'est très fort. C'est vraiment juste sur l'héritage. Est-ce que parce que quand tu écoutes les talk-shows américains qui sont pas paroles d'évangile, hein, les Nick Wright et compagnie, ils vont te dire oui, bah, c'est super, ou Stephen A. Smith, c'est super ce qu'il fait, bravo, c'est génial en saison régulière. Mais les Américains, ils sont à fond sur les playoffs et sur l'impact d'un joueur en playoffs. Et si je dis pas que Westbrook fait perdre son équipe, mais je dis juste qu'effectivement, sa place dans l'histoire plus tard et la façon dont on s'en souviendra, en tout cas peut-être aux États-Unis, peut-être pas forcément ailleurs, c'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire une vraie épopée en playoff comme joueur focalisant. Mais c'est une question de détail et il n'est pas encore trop tard pour qu'il arrive à ça. Le problème, il sera bientôt, malheureusement, enfin, il risque quand même de manquer de temps assez rapidement, mais effectivement, je pense que même pour la notion de franchise player, c'est un petit peu, il faut voir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que c'est quelqu'un qui te permet de construire une équipe qui gagne ou est-ce que c'est quelqu'un qui te permet de construire une équipe compétitive? Déjà là, je pense qu'il y a un petit peu, voilà, ça peut dépendre des avis des uns et des autres. Moi, j'avais deux autres pistes potentielles là, sur qui avait le plus à perdre sur ces playoffs. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment là-dessus. Moi, j'aurais parlé peut-être de Philadelphia. Très bien parti effectivement dans la série face aux Wizards. Mais là aussi, on a une équipe qui est en place depuis un petit moment, avec un nouveau coach, il est vrai, beaucoup de talent à plein de postes, mais qui a été décevante par le passé. Si jamais ça devait ne pas aller au bout, voire se terminer plus tôt que prévu, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui pourrait risquer d'être reconstruite ou du moins modifiée profondément? En tout cas, la question, elle va se poser. Je pense que là, Philly, c'est l'équipe qui a le parcours le plus simple à l'Est sur le papier, parce qu'ils jouent les Wizards et après, ils jouent le vainqueur de Knicks Hawks. Donc, eux, normalement, si la logique elle est respectée, ils sont censés aller tranquillement, ou presque, jusqu'en finale de conférence. Donc, je pense qu'ils ne peuvent même pas se juger sur, même s'ils font finale de conf, finale quelque part, c'est juste logique. Ils vont devoir se jauger sur est-ce qu'ils peuvent aller plus loin. Et s'ils perdent encore contre les Bucks ou les Nets, et qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap, je pense qu'ils vont devoir au moins se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment exister avec Joel Embiid et Ben Simmons? Est-ce qu'on peut vraiment garder les deux? Est-ce que ça peut vraiment marcher avec les deux? Ou est-ce qu'on en choisit un des deux, sans doute Embiid, et on construit autour de ce gars-là? Donc, s'ils vont pas, oui, voilà ça. S'ils font pas finale NBA, tu penses que ça pourrait être potentiellement la fin de l'aventure Ben Simmons aux Sixers? Je ne sais pas si ça serait la fin, mais je pense qu'ils devraient sérieusement se pencher pour de bon sur la question, selon la manière dont ça se passe s'ils perdent. Donc, c'est hypothétique s'ils perdent. Mais si on se retrouve dans une situation où au final, on voit que sur jeu placé, voilà, en playoff, ça joue plus lentement, il y a moins de transition, et que sur jeu placé, tu as encore des gars qui laissent 4 mètres à Simmons et que du coup, les Sixers peinent en attaque à cause de ça.
même s'ils ont mieux construit cette année, ils ont pris des shooters autour, c'est beaucoup plus complémentaire, c'est plus équilibré. Mais si tu vois qu'encore une fois, malgré ça, tu arrives à un certain point, tu arrives à une certaine limite, je pense qu'il faudra sérieusement se poser la question. Je pense qu'ils se la sont déjà posée un petit peu au moment où il y avait les rumeurs avec James Harden. Mais je pense que là, il faudra sérieusement se dire, bon, OK, si on veut passer un cap, bon, il faut qu'on choisisse et qu'on mise que sur un des deux. Donc, ils ont quelque chose à perdre, ça c'est clair. Shai, tu as, un sentiment sur cette équipe Sixers? Qu'est-ce qu'elle t'inspire sur ces playoffs? D'abord, pour revenir sur ce que disait Antoine, là, pour le coup, c'est peut-être la première saison depuis 2-3 ans où j'ai l'impression qu'il y a moins cette question de savoir si Embiid et Simmons peuvent coexister. Parce que j'ai l'impression que Simmons s'est un peu spécialisé sous Doc Rivers. Il a vraiment, accepté son rôle de défenseur monstrueux qui va être en charge de stopper quoi qu'il arrive le meilleur joueur adverse. Et qu'il a accepté de laisser Embiid rayonner comme franchise player dominant. Et j'ai trouvé que du coup, dans le jeu, c'était plus. L'ADN de jeu était plus clair, la façon dont les relations dans l'équipe, dont ça se passait dans l'équipe était plus claire et que du coup, l'équipe fonctionnait mieux en fait. Donc, je pense que la blessure d'Embiid, mine de rien, a quand même un peu cassé la dynamique à un moment. Je l'ai trouvé vraiment très fort, très serein. Ils n'avaient pas besoin de faire jouer les stars très longtemps. Mais comme tu disais, le parcours, ça a l'air d'être du gâteau jusqu'en finale de conférence. Et selon la manière dont ils perdent en finale de conférence, s'ils perdent, là, effectivement, on pourra dire que c'est un fiasco. Mais ça reste que la première année de Doc Rivers. Donc, je pense que le danger n'est pas imminent. Et j'ai l'impression je ne les imagine pas, sauf énorme surprise et élimination dès ce tour-là ou au suivant. J'ai pas l'impression qu'ils aient dans l'intention de tout faire péter, en fait. Pas tout de suite. Très bien. Et dernière suggestion là peut-être pour ceux qui ont beaucoup à perdre cette année, qu'en est-il des Lakers? Donc parcours aux saisons régulières un peu trompeur. Ils terminent septième, mais on sait que c'est pas forcément la valeur de leur équipe, de cette équipe. En même temps, début de playoff un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que pour les Lakers ce serait vu comme un mini-drame à Los Angeles si cette équipe n'allait pas au moins jusqu'en finale de conférence, voire au moins en finale NBA cette saison? Ouais, je vais commencer. Je pense qu'ils vont quand même s'appuyer, si ça se passe pas bien, j'ai quand même l'impression qu'ils vont s'appuyer sur le contexte difficile de la saison. Ils ont bien aimé répéter à droite à gauche que c'était la saison la plus difficile de leur histoire, comme tous les ans quasiment, que ce soit dans la bulle ou machin. LeBron arrive à faire en sorte que les autres romancent pour lui. Et tous les ans, c'est la saison la plus difficile de sa carrière, non? C'est ça. Pour le coup, sur celle-ci, je suis un peu plus d'accord avec lui que dans la bulle parce que là, effectivement, les circonstances ont fait que Anthony Davis et lui ont été blessés et sérieusement blessés, que l'équipe autour, on s'aperçoit que la reconstruction de l'équipe ou les ajustements qui ont été faits autour sont peut-être pas ce qui était le plus idéal. Je pense qu'ils vont s'appuyer, si ça marche pas, ils vont s'appuyer sur le fait que c'était une année où il y a eu trop de blessures et où ils n'ont pas jamais pu être à 100% et donc ça veut rien dire, quoi. Parce que LeBron a bien insisté, cette saison je reviendrai jamais à 100% avec ma cheville. Anthony Davis, on voit qu'une fois sur deux, il tire un peu la langue, il fait ce qu'il peut, mais c'est compliqué. J'ai l'impression que ce sera ça. Après, je pense pas que ce soit la catastrophe ultime. Évidemment, s'ils perdent au premier tour, on va en parler et sur place, ça va être compliqué et ils vont trouver le moyen de faire quelque chose pour chambouler l'effectif, c'est sûr. C'est le problème, c'est ça pour moi. Parce qu'en fait, effectivement, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, Shai, pardon. Tout est en place d'un point de vue narration médiatique, la blessure à la cheville de LeBron, la fin de saison compliquée, finalement la qualification pour les playoffs. Si jamais ils sortaient, je pense qu'effectivement, ils ont donné suffisamment de billes pour que la pilule passe bien. Le problème, c'est peut-être sur les saisons à venir, parce que finalement, avec les énormes contrats de LeBron et d'Anthony Davis et des joueurs de complément, que ce soit Dennis Schroeder ou compagnie, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour cette équipe. Ils peuvent peaufiner, mettre des joueurs un petit peu en complément pour aller avec leurs deux stars, mais il n'y a pas vraiment manière, je pense, de pouvoir progresser de manière quantifiable. Antoine, Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec vous deux. Je pense effectivement que comme Shai, le fait qu'ils aient gagné l'an dernier, si cette année, ils ne gagnent pas,
je veux dire, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. On n'est pas sur la remise en question que peuvent traverser les Clippers s'ils se font éliminer. Les Lakers, voilà, ils ont déjà eu leur bague. Bon, bah, ils ont leurs excuses préparées. Et même s'il n'y avait pas eu d'excuses au final, tu peux toujours te dire, OK, il y a eu la bague, cette année, on n'a pas gagné. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que sur les années, c'est intéressant ce qui se passe là pour la suite, en fait. Je sais que voilà, la longévité de LeBron est beaucoup mise en avant à raison, parce que c'est incroyable ce qu'il fait à son âge. Et j'ai l'impression que du coup, on a des fois du mal à accepter que d'une manière ou d'une autre, il décline. C'est-à-dire que ça fait tellement bien pour la narration, pour l'histoire, de dire non, bah, il est encore toujours au sommet, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur joueur de la Ligue. Très sincèrement, je ne pense pas même que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Après, là, c'est difficile à le juger parce que forcément, il y a sa blessure, mais les Lakers, ils n'ont pas l'air sereins. Ils n'ont pas l'air sereins contre les Suns. Là, il y a un partout. Le deuxième match, ils le gagnent. 3 fois, ils mènent de 10 points. 3 fois, ils se font remonter au score. Alors qu'il y a même Chris Paul, il joue 23 minutes. Il est clairement diminué. C'est Cameron Payne qui tient les Suns. Et tu sens que les Suns n'ont pas peur des Lakers. Je pense que Barclay a raison, que les gens n'ont pas peur des Lakers. Que les Lakers ne renvoient pas la même image d'épouvantail qu'il pouvait avoir un peu l'an dernier, parce qu'Anthony Davis apportait un truc défensivement. Puis il y a LeBron qui était locked in à fond. Je pense qu'ils ne sont pas sereins et je pense qu'il y a une espèce de forme de déclin. C'est un peu dur à dire parce que, voilà, comme j'ai dit, pour LeBron, c'est dur de parler de déclin, mais tu sens qu'ils sont moins tranchants. Après, Davis, et c'était ça, c'est-à-dire cette année, c'était l'année où Davis était censé prendre pleinement le relais. Déjà l'an dernier, je vous rappelle qu'il y avait des coéquipiers qui disaient le meilleur joueur de la Ligue, c'est Anthony Davis. Je veux dire, c'est quand même des Lakers qui le disaient. Tu vois, c'est Rondo, c'est Markieff Morris, c'est pas des haters de LeBron. Et là, avant même le début de la saison, LeBron avait dit ouais, maintenant moi, je prends le backseat quoi. Et pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Davis, il y a quand même, il est fort, mais il est irrégulier. Et il y a un peu cette difficulté à vraiment prendre la place du boss, tu vois. Et moi, si j'étais les Lakers, je me poserais quand même des questions pour les années à venir. Si là, ça ne se passe pas bien, je me poserais des questions sur est-ce qu'on est vraiment encore capable au final d'aller chercher un titre ? Alors oui, techniquement oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la... Je ne sais pas, les Bucks et les Nets me semblent beaucoup plus sur la phase ascendante que les Lakers, Ouais, malgré le fait qu'ils aient LeBron et Davis. d'autant qu'Anthony Davis, en toute logique, là, devrait effectivement entrer dans son prime, commencer à avoir un rayonnement. Alors, c'est pas pour dire qu'il est mauvais, effectivement, il est trop fort pour être totalement Non, il n'est mauvais. pas Mais mauvais. quand on voit le premier match face aux Suns, moi, j'étais un petit peu. J'ai un peu halluciné. Maintenant, je me demandais s'il était sur le terrain carrément. C'est quand même fou de pouvoir, à ce niveau, à cet âge-là, et quand on joue le titre, de pouvoir être transparent sur un match. C'est pas possible quand on veut être un franchise player, je pense. Et il est très fort dans les réactions. Il est très fort après quand il se fait un mauvais match. Il est toujours très fort pour rebondir. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Mais il n'a pas. Par exemple, LeBron, il y avait quand même un truc, c'est que LeBron, pendant tout son prime et même un peu au-delà, LeBron, tu as besoin de lui, il est là. Alors après, il y a eu le passage du hit en finale en 2011, mais après ça, tu sais que tu vas compter sur lui. Tous les soirs, il va être là et il va porter ton équipe. Et c'est ce que tu attends d'un gars de ce niveau. Et Anthony Davis, même si il peut peut-être pas, à l'échelle de sa carrière, rivaliser avec LeBron, bien sûr. Tu as des talents comme LeBron, tu en as un tous les 50 ans, tu vois, ou tous les 20 ans, allez plutôt. Mais Davis est censé être quand même le mec qui est en mesure d'être le meilleur joueur de la Ligue, mais il n'a pas. Et tu vois, j'ai pas l'impression qu'il arrive vraiment à endosser ce costume. Et c'est lui qui va devoir le faire dans les prochaines saisons pour les Lakers. Même s'il y a encore LeBron, c'est Ou dans lui les qui va prochains devoir le matchs faire. même. Oui, et dans les prochains, oui, c'est vrai. Et dans les prochains matchs, encore plus avec LeBron qui est diminué. Donc, est-ce que là, ils sont vraiment capables? Et c'est pour ça que je pense que les gens n'ont pas forcément peur des Lakers. C'est qu'ils savent que LeBron, c'est pas le même LeBron. Et ils savent qu'Anthony Davis, c'est pas le gars qui tous les soirs va te martyriser. En tout Mais cas, le problème, c'est-à-dire que là, les Lakers eux-mêmes pourraient être rétorqués. Ils pourraient te dire, bah ouais, mais là, nos deux stars ont été blessés, dont on sait que c'est des trucs qui sont difficiles à soigner dans l'instant et dont il est difficile de revenir à pleine puissance. Et Anthony Davis, si je pense, il n'a pas eu la régularité d'un LeBron sur toutes ces saisons en playoff, c'est qu'à chaque fois, il a des petits pépins physiques. Il n'a jamais des trucs gravissimes, mais il a souvent des petits pépins qui, quand il est dans une bonne dynamique,
il va se faire une entorse, un truc, il va manquer 3 semaines, un mois. Il a toujours ces trucs qui font qu'il a du mal à faire toujours des campagnes de play-off folles ou même des saisons régulières complètement folles. Dire, sinon, sur le niveau strict, c'est un MVP en puissance. Et là, les Lakers, ils vont te dire, comment vous pouvez dire que là, ça marche plus ou qu'on est sur le déclin, alors que nos deux stars sortent de grosses blessures et ont du mal à. Je pense qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus. C'est pour ça que pour cette année, je pense que les excuses, elles sont là et qui peuvent s'en défaire relativement tranquillement, quoi. Mais je ne sais pas si c'est que physique. Ah, excuse-moi Théo, vas-y. Non, vas-y Antoine, vas-y. Non, je disais, je ne sais pas si c'est que physique, parce qu'avec les Pélicans, bon, il n'a pas fait beaucoup de campagnes de playoff, mais avec le Pélican, il fait la campagne où ils sortent les Blazers, celle-là me marque particulièrement l'esprit, c'est celle où Joe Holiday martyrise Lillard et où j'en ai pleuré, mais il est fort à tous les matchs. Mais il n'a pas. Alors, il était un peu plus jeune, il est fort à tous les matchs, tu vois. Il n'y a même pas un espèce de pépin physique, et au final, ils se font sortir par les Warriors parce que les Warriors sont beaucoup trop forts. Mais j'ai pas l'impression que c'est pas que physique. Il y a une espèce. Pareil, on en revient à la mentalité. Alors, je sais pas le même truc que Leonard, mais on n'est pas sur ce joueur tueur. En tout cas, il est capable de l'être sur certains matchs. Mais sur toute une saison, sur toute une campagne de playoff, j'arrive pas à l'imaginer. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment un excellent joueur, mais j'arrive pas à l'imaginer tenir la baraque sur toute une campagne, blessure ou pas blessure. Du coup, les Lakers peuvent toujours sortir leur excuse de ouais, nos meilleurs joueurs étaient blessés, mais eux, intérieurement, voient quand même les gars au quotidien et ils doivent savoir qu'ils doivent le sentir. Et de toute façon, ça se voit, il y a une espèce d'atmosphère un peu bizarre qui se dégage au Los Angeles. Il y a quand même, tu vois, il y a eu les histoires avec Kuzma qui réclamait publiquement à ce que Gasol joue. Il y a un peu les sorties de Schroeder, les Vogel qui contredisaient LeBron, etc. Tu sens qu'il y a un peu une espèce de tension qui est peut-être aussi due à la saison, c'est clair. Mais tu sens que tu n'es pas sur la sérénité absolue que pourrait avoir un champion en titre. Et ils peuvent sortir les blessures, mais sur la suite, je pense qu'eux-mêmes savent qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond que les blessures. Bon, la solution, c'est de donner les clés de la franchise à Alex Caruso et puis tout ira bien, on le sait bien. c'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que de toute façon, les Lakers, ils ont déjà gagné leur pari quelque part. Ils ont réussi à choper LeBron, ils ont fait venir Anthony Davis, ils ont gagné un titre. On sait à quel point c'est difficile de gagner un titre. Et ils ont prouvé décennie après décennie qu'ils étaient capables de trouver les moyens de faire venir des joueurs forts. Par contre, il y a peut-être quelque chose à craindre si jamais ça ne se passe pas bien cette année, c'est Frank Vogel, parce qu'on sait que Jason Kidd a déjà sa lettre de candidature prête dans sa poche à déposer sur le bureau de Jimmy Buss à la première occasion. Donc, et on sait que ce n'est pas du côté des joueurs, ni d'Anthony Davis, ni de LeBron, que ça bougera si jamais ça devait mal se passer. Par contre, Frank Vogel, titre NBA en poche ou pas, à mon avis, attention à cet été selon la manière dont ils sortent, je pense. S'ils sortent, s'ils ne gagnent pas, je pense que c'est selon la manière dont ils sortent que ça peut influencer. Ouais. Bon, et bien écoute, voilà, on a fait un bon petit tour, je pense, effectivement, de ceux qui peuvent trembler pendant ces playoffs. Vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a une série en particulier qui vous excite ou qui vous intrigue plus que les autres là, sur ce premier tour? Antoine, toi, c'est quoi ta série préférée pour l'instant? Alors, je ne sais pas si c'est ma préférée, mais celle que j'aime le plus suivre, c'est Blazers Nuggets. Bon, déjà pour les Blazers, et parce que c'est deux équipes que j'aime bien regarder jouer. Donc, et c'est deux équipes qui ne s'aiment pas en plus. Donc, je trouve ça sympa parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de rivalité. Et là, on est quand même sur des mecs qui ne peuvent pas se blairer, qui n'ont pas peur de le montrer. Toi aussi, tu regardes les caméras isolées sur Zach Collins et Jamal Murray. Ouais, Zach Collins, Jamal Murray. J'aime bien le fait qu'ils ne s'aiment pas, en fait. C'est marrant, j'aime bien les deux équipes, tu vois. Mais j'aime bien le fait que les deux équipes, elles ne s'aiment pas, tu vois, qu'ils aient envie de se... Tu sens, tu vois qu'il y a une espèce de truc, genre, on a envie de les taper, tu vois, quand même. Genre, il y a un côté un peu, t'as l'impression que c'est un peu une rivalité entre les deux équipes de nerds de la ligue qui ne s'aiment pas, mais il n'y a pas un Marcus Morris, rien du tout. C'est hyper soft plutôt. Et c'est pas une critique quand je dis ça, c'est plutôt lisse, propre et tout. Et là, ils se rencontrent en playoff et ça s'échange des doigts d'honneur dans les tribunes. C'est assez impressionnant. Mais je pense que la série où Portland sort Denver en 7 matchs, je pense qu'elle a laissé des traces. Tu vois, c'est quand même, tu as eu une série super compétitive. Là, tu les retrouves. Tu as une place en demi, les deux équipes ont leur chance. Ça crée une compétitivité, une intensité que j'aime bien, sachant qu'en plus, il y a quand même des super joueurs sur le terrain. Donc, celle-là, moi, c'est ma préférée. Okay. Et toi, Shai, est-ce qu'il y a une série que tu kiffes particulièrement en ce moment?
Ouais, bah alors, il y a eu qu'un match pour l'instant, mais la série entre les Knicks et les Hawks, le premier match m'a bien, bien chauffé. Déjà parce que forcément, j'ai une affection pour les Knicks et il y avait l'ambiance, un immense bordel dans les tribunes qui était au niveau sonore, même juste derrière l'écran, c'était sympa à voir avec les Knicks qui reviennent et tout. Et même en termes de niveau de jeu, enfin, surtout de style et d'intensité de jeu, il y avait un côté un peu old school qui m'a bien plu. Et je pense que ça peut se traduire sur une série un peu longue, un peu âpre, tu vois. Et du coup, c'est celle-là que je suis le plus, je pense. Ouais. Ok. Moi, pour ma part, c'est vrai que je me régale bien de la série Dallas Clippers. Et puis, le résultat m'intéresse particulièrement pour savoir s'il faut que j'envoie des groupuscules armés frapper à la porte d'Antoine Pimel pour un pari qui restera entre nous. Hein. Il y a des choses qui doivent rester dans l'intimité de l'histoire de la rédaction. En tout cas voilà, bah, je vous souhaite à tous les deux bons playoffs cette semaine. Vous qui nous suivez, vous savez que vous pouvez retrouver toute l'actualité du basket et la plume d'Antoine Etchai sur Basket Session. Et on vous dit à très vite. Ciao! Yes, ciao. Salut!